Venons-en maintenant à cette étude sur les relations que vous entretenez avec votre lieu de travail, votre bureau. Collègues, supérieurs hiérarchiques, machines à café sont au cœur d'une étude dont les résultats sont commentés par Karim Baldé. Pour beaucoup d'entre vous, le premier réflexe au boulot, c'est le café. Un rituel immuable si on en croit une étude Sofres sur les habitudes au bureau. Pour 62% des sondés, le café du matin est le moment préféré passé entre collègues, devant la pause déjeuner et les discussions de couloir. Des instants idéaux pour échanger ragots, potins et autres infos croustillantes, loin des réunions de travail souvent longues et ennuyeuses. 4 personnes interrogées sur 5 ont même l'impression d'y perdre leur temps, et certains avouent même faire autre chose, comme jouer sur leur téléphone portable. Dans les open space, cohabiter avec ses camarades de bureau peut être difficile à supporter. Au palmarès des pires cauchemars avec ses voisins de bureau, on retrouve ceux qui ont des problèmes d'hygiène, les râleurs ou encore les bavards. Mais heureusement, l'entreprise permet aussi de faire de belles rencontres. 60% des sondés se font des amis sur leur lieu de travail. Voilà William, ils sont sympas vos collègues de bureau à vous? Oui, plutôt, Gérard, pourquoi? Non, je sais pas, je voyais Yann Lavoie, c'est pour ça. Vous avez des problèmes? Avec Yann Lavoie, jamais. Ah oui, mais vous avez commencé ensemble. Je lui dois tout ma carrière, c'est un peu, grâce à lui. C'est vrai, vous avez commencé au service des sports, bien sûr. C'est pour ça qu'il aime tant le football. Il était tout petit. Eh oui. Bon, allez, à tout à l'heure. Il m'a appris à traverser la rue. On va s'intéresser dans quelques instants avec Alban Mikosi, le correspondant de France 2 à Moscou, à ce météorite qui est tombé sur la tête. Non, il n'est pas tombé sur la tête, il est sur une grande ville de Sibérie, mais vous allez voir, ils sont malins dans le coin là-bas. Ils vont l'exploiter, cette météorite, et Alban va vous raconter l'histoire. Patrice Romden vous présentera sa revue de presse du jour. On va se pencher sur l'actualité des nouvelles technologies avec Yann Lavoie, qui va vous présenter aujourd'hui la petite dernière. Dans quelle famille? La famille imprimante photo. Regardez cet appareil que Yann a posé sur la table. Il a mis même une petite carte de visite à côté pour que vous voyez la taille. Voilà, c'est les petites photos que l'on a faites ce matin. C'est une imprimante. Oui, c'est une petite. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ça fait un grand succès à Las Vegas lors du dernier. À Las Vegas. Lors du dernier grand salon de l'électronique. Parce qu'aujourd'hui, on partage toutes nos photos. Elles sont dématérialisées, c'est-à-dire qu'on se les passe ou par MMS via le téléphone, ou par email, ou en Bluetooth. Mais on a rarement dans la main finalement une photo matérialisée. Oui. Voilà. Donc, c'était assez surprenant de voir que cette marque coréenne arrivait avec une mini imprimante pour imprimer finalement les quantités de photos que nous faisons tout au long de l'année. Et finalement, l'idée est pas mal du tout à partir du moment où vous avez une imprimante comme celle-ci qui est très petite, elle fait 12 cm seulement. Regardez par rapport au mug. Un mug là à côté. Elle fait seulement 12 cm, c'est pour ça aussi qu'on parle de pocket. C'est parce qu'elle doit être dans la poche. Mais là, vous arrivez à me voir encore ou pas? Sinon, c'est avec on parle de pocket, elle doit être dans la poche et finalement, vous allez passer un moment en famille ou en soirée. Vous l'avez là et puis quand vous en avez une jolie, une que vous avez envie de partager, c'est ultra rapide, c'est ce que vous allez voir dans le reportage dans un instant. Ça se passe en sublimation thermique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'encre à l'intérieur. Voilà. Donc c'est juste qu'il faut retenir, il n'y a pas de recharge d'encre à avoir. Et vous avez instantanément une petite photo sympathique. Là, on l'a faite en un rien de temps avec un smartphone et on l'a imprimée. La définition est bonne? La définition est plutôt pas mal, je trouve. Oui, non, ça ne va pas t'aider. Si je m'approche, ça va être flou d'un coup. Donc là, on a fait une petite photo de Nathanaël. Est pas mal, là. Oui, mais c'est Nathanaël qui est quand même très très bien aussi. Franchement, c'est aussi un peu pour ça. Là, Vous voulez voir comment ça fonctionne? S'il vous plaît. Allez, regardez. Le concept de cette imprimante de poche est assez simple. C'est, comme son nom l'indique, une imprimante de poche avec une batterie intégrée, ce qui fait que vous pouvez l'emmener où vous voulez. Lorsque vous êtes en soirée avec des amis, lorsque vous partez en week-end avec vos enfants, vous l'emmenez sur vous et à n'importe quel moment, vous allez pouvoir imprimer et garder un souvenir du moment que vous venez de vivre. Vous venez d'acheter votre Pocket Photo, vous allez télécharger une application directement sur votre smartphone et à partir de là, vous avez 3 solutions pour rendre votre Pocket Photo communicante avec votre smartphone. Tout d'abord par Bluetooth, donc là, votre produit va communiquer automatiquement. La deuxième solution, c'est par NFC, c'est donc au simple contact entre les deux produits. Et la troisième solution, c'est avec un câble USB traditionnel qui vous permet de relier votre smartphone avec votre Pocket Photo.
Dans l'application que vous avez sur votre téléphone, vous allez pouvoir mettre un cadre, vous allez pouvoir mettre derrière des petites paillettes, etc. Et donc améliorer, customiser, personnaliser votre photo. Et les recharges papier sont vendues en bloc de 30. Il s'agit de recharges papier photo que vous avez juste après à mettre dans votre pocket photo. Et pour l'encre, justement, c'est l'intérêt aussi de ce produit, c'est qu'il n'y a pas d'encre. On est sur une technologie à sublimation thermique, c'est-à-dire que finalement, c'est le papier qui va chauffer, qui va imprimer directement votre photo, ce qui fait que derrière, vous n'avez plus besoin de racheter de cartouches d'encre pour l'utilisation au quotidien de ce produit. C'est bien quand on met en rapport votre petit smartphone avec un jeu. Il faut les rapprocher comme ça. Oui, c'est la technologie NFC, on les fait se toucher, ça suffit. Voilà, on touche, un seul contact suffit, ils font un bisou et ça marche. L'appareil vaut actuellement, enfin actuellement non, parce qu'il arrive au mois d'avril, donc il vaudra 179 €. Et les recharges dont on vous a parlé, donc c'est un petit paquet de 30 feuilles comme ceci, hein, comme celle-là, oui. 15 € les 30. Donc disons pour une petite, voilà, pour une petite soirée ou une petite soirée ou autre chose. Oui, exactement. Une soirée voilà, c'est juste histoire de laisser un petit souvenir sur la table avant de partir, par exemple. Oui, pour le boulot aussi. Pour le boulot, pour toutes sortes de choses. Bon. Ce qui est en tout cas intéressant, c'est qu'on puisse revenir à ce principe de Merci. De revenir à des photos. Déjà fait, partir avec les lunettes. Si on peut. Le mug non, mais les lunettes. La blague, c'est ça, c'est partir avec le mug ou ses lunettes. Comme ça, le vieux, il voit rien. Très bien, merci beaucoup. On va s'intéresser à tout à fait autre chose maintenant. Avec ce qui est tombé sur la tête, ça a failli tomber sur la tête de quelques Russes là-bas en Sibérie. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il y a une météorite, ça met un peu d'animation dans le village. C'est un événement, on l'a dit à l'époque, extrêmement rarissime. On estime que de tels objets ne frappent la Terre. Oh, allez, c'est une fois par siècle, hein, pas plus que ça. Bon, alors il y a 1 millier de personnes néanmoins qui ont été blessées et les dégâts sont assez spectaculaires. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on exploite. De quelle manière? Alban Mikosi va vous raconter que le Sibérien est malin. Bonjour Alban. Bonjour William, bonjour à tous. Et oui, le Sibérien a plutôt la réputation d'être un peu lourdeau. Il y a des blagues sur les habitants de Tchelabinsk, la grande ville qui a donc reçu la météorite pratiquement sur la tête. Vous savez, on dit des gens de Tchelabinsk qui sont un peu lourdeau, effectivement. Il y a une blague qui court, par exemple, qui dit qu'il n'y a qu'un seul livre à la bibliothèque de Tchelabinsk, mais qu'il est actuellement coincé dans un magnétoscope. Autant dire qu'à Moscou, on se moque volontiers des gens de là-bas, et on a tort, parce que vous allez voir dans ce reportage qu'ils sont malins et qu'ils savent déjà exploiter cet événement effectivement rarissime qui s'est produit en fin de semaine dernière. Nous nous sommes rendus avec Bruno Vignet et Irina Golovkova à Tchelabinsk, au fin fond de la Sibérie. Voilà ce que les habitants ont vu. Et voici ce qu'ils ont ressenti. Un immense effet de souffle. C'est la première fois qu'un astéroïde fait des dégâts aussi importants dans une grande ville. Effectivement, 3000 bâtiments ont été abîmés à des degrés divers. Les vitres, quelquefois des éléments de façade, ont volé en éclats. Ça m'a fait très très peur. Moi, dans ma maison, j'ai senti le souffle. J'ai cru qu'on le bombardait. Cette patinoire, notamment, est très endommagée. La structure métallique du toit a été déformée. Les experts évaluent en centaines de millions d'euros le coût total des dégâts. Nous sommes allés à l'université. Le bâtiment est typique de l'architecture stalinienne. Problème, il y a plusieurs centaines de vitres par étage et beaucoup sont à changer, ainsi que les cadres en bois d'origine. Les travaux de restauration vont bientôt commencer. Allez, on met ça à la poubelle. À 70 km de là, le lac de Tchebarkoul, où semble avoir fini sa course, le morceau le plus important. C'est devenu en quelques jours un lieu touristique où les habitants de la région racontent leurs découvertes. Un impact dans la glace de 8 mètres. Au début, c'était un trou régulier et tout autour, il y avait des blocs de glace brisés. Quelques centaines de fragments de petite taille sont dispersés dans la région. Cette retraitée en a trouvé un près de sa maison. Moi, je vais le garder pour moi, pas le vendre. On n'a jamais été riche, on ne le deviendra pas ainsi. 400 000 roubles, soit 10 000 € le fragment de quelques centimètres, proposé sur Internet. Tchelabinsk sera désormais connu aussi pour ses pierres précieuses d'origine céleste.
Attention à la contrefaçon, parce qu'évidemment, si vous allez dans le quartier, il y a très jolie pierre garantie météorite, il va y en avoir des bidons. Bon, elle est si précieuse que ça. À quoi ça ressemble au fond? C'est quoi? Alors au fond, la météorite, c'est quoi? C'est une pierre, en fait de la chondrite, c'est-à-dire une pierre avec 10 à 15% de fer. C'est intéressant scientifiquement parce que c'est un des éléments qui a constitué le système solaire actuel et notre planète. En quelque sorte, c'est la pierre à l'origine de nos pierres. Ah. Voilà ce qu'on trouve là-bas. Effectivement, le grand piège, c'est d'acheter n'importe quel goût de pierre, un petit peu magnétisé, un petit peu avec un peu de fer à l'intérieur, et de prendre ça pour une météorite. On me dit qu'actuellement, la quantité de pierre qui est proposée sur Internet dépasse déjà 10 fois le poids réel de la météorite qui est tombée sur Terre. Autant vous dire que ce qui est vrai dans cette histoire, on n'en sait rien. Ah oui, méfiez-vous quand vous allez dans un aéroport en Union soviétique. Garantie météorite. En disant, il fait beau sur Moscou aujourd'hui. Oui, alors figurez-vous que c'est le premier jour où nous voyons le soleil depuis, je sais pas, ça fait au moins 2 ans. Ah oui, enfin, il fait quand même moins 13. Hein, c'est pour ça, ça vous rend joyeux, tant mieux. Bonne journée alors, Alban, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. On va passer à autre chose maintenant. L'actualité vue par Patrice Rodden à travers les articles qu'il a lus. Ça s'appelle une revue de presse. Ça, c'est du connu, du déjà-vu. Moi, je vous parle des nouvelles formes de bêtises, de méchanceté, de stupidité. Et à la veille de la très attendue cérémonie des Césars, eh bien, je m'autorise à improviser la cérémonie du panier de crabes. Alors, le crabe d'or revient au Bolchoï. C'est le plus grand théâtre d'Europe, l'emblème de la Russie, au même titre que le Kremlin ou la Place Rouge. Vous voyez cet homme, eh bien, c'est le directeur du Bolchoï. Il porte des lunettes parce qu'il sort de l'hôpital où il a été admis après une attaque au vitriol qui a failli lui coûter la vue. Lui, c'est le danseur vedette, le grand ennemi du directeur. Ils sont fâchés depuis qu'il a pris position en faveur d'une danseuse qui elle-même s'est fait virer sur ordre de son amant, un oligarque qui n'a pas supporté de se faire larguer. Il y a même eu une pétition, les danseurs, hommes, se plaignaient de ne plus pouvoir soulever la danseuse parce qu'elle avait grossi. Alors d'après Le Monde, le Bolchoï, ça n'a jamais été le pays des bisounours. Déjà, du temps de l'URSS, il y avait des règlements de compte au Bolchoï. Sabotage des élastiques des chaussons de danse, lacération des costumes à la veille d'une première. Il est même arrivé qu'on procède à un lâcher de chat sur scène. Alors vous imaginez, vous êtes en train de danser, de faire des pointes, et là, il y a le minou qui traverse la scène, et évidemment, ça vous déconcentre. Voilà, c'est ça le Bolchoï. Un artiste russe, ce matin, dans Le Monde, en parle en des termes sévères. Il dit que, de même que nous avons, nous, en Russie, une économie de rente, nous avons une culture de rente figée dans le 19e siècle, alors que la culture, tout comme l'économie, devrait être innovante. Alors après le crabe d'or, voici le crabe d'argent. Il est pour ce monsieur, Maurice Taylor Jr., le patron de Titan International. C'est l'homme qui a écrit à Montebourg pour lui dire ce qu'il pensait des ouvriers français qui ne travaillent pas, selon lui. Bon, alors il se fait allumer par à peu près tout le monde ce matin. Libération, à son propos, cite l'inoxydable formule de Michel Audiard, selon laquelle les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Libé regrette au passage que les patrons français ne se soient pas trop indignés des insultes lancées par Taylor, le grizzly mal léché, grizzly c'est son surnom, à notre démocratie sociale. Et quant aux Parisiens, eh bien, il rappelle que l'ouvrier français, s'il coûte cher, n'en demeure pas moins le champion de la productivité. Enfin, le crabe de bronze, eh bien, il est ce matin pour la Chine. Les Américains se sont aperçus que beaucoup de leurs entreprises et de leurs administrations faisaient l'objet d'un cyber-espionnage. Alors, ils sont remontés à la source, et dans 90% des cas, ils sont arrivés où? Ils sont arrivés à ce bâtiment. Bienvenue à Shanghai. L'immeuble n'a l'air de rien comme ça, mais il abrite l'unité 61-398 de l'armée chinoise. C'est un repère de hackers, il faut le savoir. Hackers, pirates. Voilà. Pirates. Pirate, oui, pirate informatique. Et d'ailleurs, le Figaro a envoyé hier un photographe sur place. Et l'entrée de l'immeuble est effectivement bien gardée par un soldat. En fait, vous le disiez, cet endroit est un repère de pirates informatiques, de hackers. Et la Chine, évidemment, se défend en disant « Mais dans cette affaire, on a tout simplement usurpé nos adresses IP ». L'adresse IP, c'est ce qui permet de remonter à l'ordinateur d'où est venue l'attaque. Voilà. Merci. Il doit s'en aller, là ? Mais c'était bien, il pouvait continuer. Non, non, mais il faut. On peut faire le crabe de fer, le crabe de chocolat. Il y a d'autres candidats, il y a beaucoup de candidats. À tout à l'heure, on vous revoit après 8h30 pour une revue de presse culturelle cette fois-ci, si vous avez la chance d'être en notre compagnie.